Le mot « raté » a résonné dans la salle comme une gifle sèche. Mon chef l'a prononcé sans hausser la voix, devant mes collègues, devant 2 clients assis là par hasard, comme si ce jugement résumait toute ma vie professionnelle. J'ai senti le sang quitter mon visage. Pendant une seconde, personne n'a bougé, puis quelqu'un a tout sauté, une chaise a grincé, et la réunion a continué comme si rien d'irrémédiable ne venait de se produire. Moi, je suis resté figé, incapable de répondre. J'ai compris à cet instant précis que pour lui, des années de travail pouvaient être effacées par une seule phrase. Et je ne savais pas encore que 24 heures plus tard, ce même nom qu'il venait d'écraser serait imprimé en grosses lettres dans un journal. Je m'appelle Mariama, j'ai 58 ans et j'ai passé plus de 20 ans dans cette entreprise. 20 ans à arriver avant tout le monde, à partir après les autres, à accepter des tâches qui n'étaient jamais dans ma fiche de poste. J'étais celle qu'on appelait quand un dossier devenait trop compliqué, quand un client posait trop de questions, quand il fallait réparer discrètement une erreur. Je ne demandais rien, pas de promotion, pas de reconnaissance publique. Je voulais seulement travailler honnêtement et rentrer chez moi avec la conscience tranquille. Cette discrétion, ils l'ont longtemps appelée loyauté, jusqu'au jour où elle est devenue, à leurs yeux, une faiblesse. Ce matin-là, avant la réunion, j'avais déjà senti quelque chose d'étrange dans l'air. Les regards fuyants, les sourires forcés. Mon chef, Philippe, évitait soigneusement de croiser mes yeux. Il parlait vite, trop vite, comme quelqu'un qui veut en finir. Quand il a lâché ce mot, « raté », j'ai d'abord cru avoir mal entendu. Puis j'ai vu son léger sourire, presque satisfait. Ce n'était pas un dérapage. C'était calculé. Une manière de m'écraser pour rappeler à tous où était ma place. J'ai baissé la tête, non par soumission, mais parce que je sentais mes yeux me brûler. Je refusais de pleurer devant eux. Je suis sortie du bureau un peu plus tard, avec mes affaires serrées contre moi, comme si quelqu'un pouvait encore me les arracher. Dans l'ascenseur, mon reflet me semblait étranger. Une femme fatiguée, le dos légèrement courbé, le regard vide. Je me suis demandé à quel moment j'avais commencé à accepter l'inacceptable. Sur le trottoir, le bruit de la ville continuait, indifférent. Personne ne savait ce qui venait de se passer, et pourtant, j'avais l'impression que tout le monde pouvait lire la honte sur mon visage. Je marchais sans but précis, seulement animé par le besoin de m'éloigner de cet endroit. Ce soir-là, chez moi, le silence était lourd. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures, et je me suis assise sans allumer la lumière. Les mots de Philippe tournaient en boucle dans ma tête. Raté. J'ai repensé aux week-ends sacrifiés, aux soirées passées à corriger des rapports, pendant que les autres célébraient leur succès. À toutes ces fois où j'avais défendu l'entreprise, même quand elle ne me défendait pas. Pour la première fois, un doute profond m'a traversé. Et s'il avait raison? Et si toute cette obéissance n'avait servi à rien? Je me suis couchée sans dîner. Le plafond au-dessus de moi semblait trop proche. J'ai senti cette vieille fatigue, celle qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue faite d'humiliation avalée, de silence forcé, de respect jamais rendu. J'ignorais encore que, pendant que je me débattais avec mes pensées, quelque chose se mettait en marche, loin de moi, sans que je n'aie rien demandé. Une vérité que j'avais contribué à révéler sans le savoir, simplement en faisant mon travail correctement, patientait depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai dormi par fragments. À chaque réveil, la même phrase me revenait. Et à chaque fois, une autre pensée s'imposait, plus insistante. Si mon nom avait vraiment si peu de valeur pour eux, pourquoi avaient-ils toujours compté sur moi quand tout risquait de s'effondrer? Cette question m'a suivi jusqu'au matin. Et le lendemain, en ouvrant les yeux, je ne savais pas encore que la réponse m'attendait déjà, imprimée à l'encre noire, à la une d'un journal que tout le monde allait lire. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une lourdeur dans la poitrine, comme si la nuit n'avait fait que prolonger l'humiliation de la veille. J'ai préparé mon café mécaniquement, sans allumer la radio, sans regarder mon téléphone. Je n'avais envie de rien entendre. Dans ma tête, la scène se rejouait encore. La salle de réunion, les regards détournés, ce mot lâché avec un calme cruel. Raté. J'ai bu une gorgée trop chaude et je n'ai même pas réagi à la brûlure. Tout mon corps semblait anesthésié. Je me demandais comment j'allais retourner au bureau, comment j'allais croiser Philippe et les autres, comment j'allais continuer à faire semblant que tout cela n'avait pas d'importance. Sur le chemin du travail, j'ai senti les regards me peser, même s'ils étaient probablement indifférents. Chaque visage croisé me rappelait celui de mes collègues, silencieux la veille. Aucun message de soutien, aucun appel.
Ce silence collectif m'a fait plus mal que l'insulte elle-même. J'avais passé des années à croire que la loyauté finirait par créer une forme de respect. Ce matin-là, j'ai compris qu'elle avait surtout servi à rendre mon effacement plus confortable pour les autres. J'ai ralenti le pas, hésitant presque à faire demi-tour. En arrivant devant l'immeuble, j'ai remarqué une agitation inhabituelle. Des gens parlaient à voix basse, certains tenaient leur téléphone à la main avec une expression tendue. Je me suis dit que ce n'était pas mon affaire. J'étais encore trop absorbée par ma propre chute intérieure pour m'intéresser à autre chose. Dans l'ascenseur, personne ne m'a regardé. Les étages défilaient lentement, comme pour prolonger l'attente. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai respiré profondément avant de sortir. Je me sentais prête à encaisser une nouvelle journée d'indifférence. À mon bureau, j'ai trouvé un email laconique de Philippe me demandant de préparer, en urgence, certains documents anciens. Cette demande aurait dû me surprendre, mais elle m'a semblé presque ironique. La veille, j'étais une ratée. Le lendemain, on avait encore besoin de moi. J'ai ouvert les dossiers, reconnaissant immédiatement ceux sur lesquels j'avais travaillé pendant des années. Des rapports sensibles, des chiffres que peu de gens comprenaient vraiment, des procédures que j'avais moi-même mises en place pour éviter des erreurs graves. En relisant certains passages, j'ai senti une pointe de fierté mêlée à une amertume profonde. Tout ce travail, si discret, avait été essentiel. Et pourtant, on avait essayé de me faire croire qu'il ne valait rien. Vers 10 heures, un murmure a commencé à parcourir l'open space. Des chuchotements, des allers-retours inhabituels vers le bureau de la direction. J'ai levé les yeux de mon écran et j'ai vu Sandrine, une collègue, pâle comme un linge, fixer son téléphone. Elle a croisé mon regard, puis l'a aussitôt détourné. Quelque chose n'allait pas. J'ai senti une tension nouvelle, différente de celle de la veille. Ce n'était plus dirigé contre moi. C'était une inquiétude diffuse, presque panique. Peu après, j'ai reçu un message d'une amie extérieure à l'entreprise. Une phrase courte. « As-tu vu le journal ce matin ?» J'ai froncé les sourcils. Je n'avais pas acheté de journal depuis des années. J'ai répondu « non » sans comprendre. La réponse est arrivée presque immédiatement. « Regarde, ton nom est partout. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Une partie de moi a cru à une erreur, à une mauvaise plaisanterie. Une autre partie, plus lucide, a senti que quelque chose de longtemps enfoui venait de refaire surface. Je me suis levée lentement et je suis allée jusqu'au kiosque à journaux, en bas de l'immeuble. Le vendeur m'a tendu le quotidien du jour avec un regard étrange, presque respectueux. Quand j'ai vu la une, mes jambes ont faibli. Mon nom était là, en lettres claires, associé à une enquête détaillée. Pas comme une coupable, comme une source clé. Comme la personne qui, par son travail méticuleux et ses signalements ignorés, avait permis de révéler des pratiques internes graves. J'ai senti mes mains trembler. Ce que j'avais signalé des années plus tôt, sans jamais être écouté, venait d'exploser au grand jour. Je suis restée là, debout sur le trottoir, le journal serré contre moi. Autour de moi, la ville continuait de vivre. Mais pour moi, le temps s'était suspendu. La honte de la veille se dissolvait lentement, remplacée par une lucidité froide. Philippe m'avait appelé ratée. Et pourtant, c'était mon nom que tout le monde lisait ce matin-là. Ce que je n'imaginais pas encore, c'est la façon dont cette révélation allait faire vaciller l'homme qui m'avait humilié et transformer définitivement ma place aux yeux de tous. Quand je suis remontée au bureau avec le journal sous le bras, l'atmosphère avait changé de façon presque irréelle. Les conversations se taisaient dès que je passais, non plus par mépris, mais par gêne. Certains regards étaient chargés d'une curiosité mal dissimulée, d'autres d'une inquiétude palpable. Je sentais que mon nom circulait déjà, associé à des mots que je n'avais jamais entendus à mon sujet auparavant. Enquête, révélation, responsabilité. Personne n'osait m'adresser directement la parole. Ce silence-là n'avait rien à voir avec celui de la veille. Il était lourd de conséquences. Je me suis assise à mon bureau et j'ai relu l'article attentivement, ligne après ligne. Le journaliste expliquait comment certaines pratiques internes avaient été signalées à plusieurs reprises, comment des rapports détaillés avaient été rédigés, archivés, puis ignorés par la direction. Mon travail y était décrit avec précision, presque avec respect. On parlait de rigueur, de constance, de courage discret. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ils validaient ce que j'avais toujours su sans jamais pouvoir le prouver. Je n'avais pas échoué. J'avais été étouffée. Peu après, Philippe est apparu dans l'open space. Son visage était fermé, tendu, très différent de l'assurance affichée la veille.
Il a traversé la pièce sans me regarder, puis s'est enfermé dans son bureau. J'ai senti un frisson me parcourir. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui craignais la confrontation. C'était lui. Les portes qui se fermaient, les appels urgents, les allées et venues précipitées, tout indiquait que quelque chose lui échappait complètement. À la pause déjeuner, 2 collègues se sont approchés de moi. Leur ton était maladroit, presque respectueux. Elles m'ont dit qu'elles avaient lu l'article, qu'elles ne savaient pas, qu'elles regrettaient de ne pas avoir parlé plus tôt. Je les ai écoutées sans colère. Leur malaise suffisait. Je comprenais maintenant à quel point la peur peut rendre les gens muets. Je ne cherchais plus leur approbation. Elle arrivait trop tard pour réparer, mais assez tôt pour révéler une vérité. Mon isolement avait été une construction collective. Dans l'après-midi, une réunion d'urgence a été annoncée. Cette fois, mon nom figurait explicitement dans la convocation. J'ai senti une tension monter en moi, mais elle était différente, plus calme, plus solide. J'avais passé des années à me préparer sans le savoir à ce moment précis. J'ai pris le journal, je l'ai plié soigneusement et je me suis levée. Chaque pas vers la salle de réunion me semblait étrangement léger. Quand je suis entrée, tous les regards se sont tournés vers moi. Philippe était déjà là, entouré de cadres supérieurs que je connaissais à peine. Leur expression était grave. L'un d'eux m'a demandé de m'asseoir. On a commencé à parler de l'article, des conséquences possibles, de la nécessité de clarifier certaines choses. Philippe a tenté de prendre la parole, mais sa voix manquait de force. Il ne dominait plus la pièce. Les faits, désormais publics, parlaient pour moi. On m'a posé des questions précises. J'ai répondu simplement, sans ajouter ni retirer quoi que ce soit. Les dates, les documents, les alertes envoyées, les silences reçus en retour. À chaque réponse, je voyais le malaise s'installer un peu plus profondément autour de la table. Personne ne m'interrompait. Personne ne minimisait. Le pouvoir avait changé de camp, non pas parce que je criais plus fort, mais parce que la vérité était désormais impossible à contourner. À un moment, Philippe a tenté de me regarder, comme pour chercher un signe de faiblesse, une hésitation. Je n'ai pas détourné les yeux. J'ai compris alors que l'homme qui m'avait appelé « raté » la veille se retrouvait face à quelque chose qu'il ne maîtrisait plus, une réputation en train de s'effondrer. Sa chute ne serait pas spectaculaire, mais elle serait publique, documentée, irréversible. Et cette certitude m'a traversée avec une étrange sérénité. Quand la réunion s'est terminée, rien n'était officiellement décidé, mais tout était acté. En sortant de la salle, j'ai senti sur moi des regards nouveaux, chargés d'un respect prudent, presque forcé. Je savais que ce n'était qu'un début. La publication du journal n'était que la première vague. Ce qui allait suivre dans les heures et les jours suivants allait exposer encore plus cruellement ceux qui avaient cru pouvoir m'écraser sans jamais en payer le prix. Les heures qui ont suivi cette réunion ont été les plus longues, mais aussi les plus révélatrices. Rien n'était encore officiel. Pourtant, l'entreprise fonctionnait déjà comme si une tempête invisible venait de frapper sa structure. Les téléphones sonnaient sans cesse. Des réunions improvisées se formaient derrière des portes closes, et les visages habituellement confiants affichaient une inquiétude mal dissimulée. Je continuais mon travail normalement, consciente que chaque minute renforçait une vérité simple. Sans moi, beaucoup de choses ne tenaient plus debout. Et cette prise de conscience collective était bien plus puissante qu'une sanction immédiate. En fin d'après-midi, j'ai été convoquée de nouveau, cette fois par un représentant extérieur. Son ton était neutre, presque juridique. Il m'a expliqué que l'article avait déclenché une enquête officielle, que certains documents allaient être examinés, que des responsabilités individuelles seraient établies. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que ma collaboration passée, longtemps ignorée, était désormais considérée comme essentielle. J'ai hoché la tête, calmement. Je n'ai ressenti ni triomphe ni colère. Seulement cette sensation étrange de voir la réalité rattraper enfin ceux qui l'avaient nié si longtemps. Philippe, lui, évitait désormais toute interaction directe. Là où il imposait autrefois sa présence, il se faisait discret, presque effacé. J'ai appris par bribes que son nom circulait déjà en interne, associé à des décisions contestables, à des alertes qu'il avait volontairement minimisées. Les mêmes collègues qui riaient nerveusement à ses côtés la veille chuchotaient maintenant sur son passage. La dynamique avait basculé. Ce qui me frappait le plus, c'était la rapidité avec laquelle le respect change de camp quand l'image d'autorité se fissure. Le lendemain, un second article est paru, plus détaillé, plus précis,
Il évoquait clairement le rôle de certains responsables et leur manière de faire taire les voix gênantes. Mon témoignage y était résumé avec sobriété, sans dramatisation inutile. En le lisant, j'ai compris que la chute de Philippe ne serait pas brutale, mais progressive, implacable. Chaque ligne ajoutait un poids supplémentaire à une réputation déjà fragilisée. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. La vérité, une fois imprimée, ne se range plus dans un tiroir. Ce jour-là, Philippe n'est pas venu travailler. Son bureau est resté fermé, lumière éteinte. L'absence parlait plus fort que n'importe quelle annonce officielle. Dans l'open space, les conversations se faisaient prudentes, presque respectueuses. On me posait des questions avec retenue, comme si ma parole avait soudain acquis une valeur nouvelle. J'ai répondu sans amertume. Je savais que cette reconnaissance tardive ne réparait pas les années d'humiliation, mais elle marquait un tournant irréversible. En milieu de journée, j'ai reçu un appel personnel de la direction générale. On me remerciait pour mon professionnalisme, on reconnaissait des manquements passés, on évoquait des mesures correctives. Ces mots, je les avais attendus autrefois. Aujourd'hui, ils me semblaient presque secondaires. Ce qui comptait vraiment, c'était cette liberté intérieure retrouvée. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur. Elle s'était imposée d'elle-même au moment où l'on avait voulu la nier. En quittant le bureau ce soir-là, j'ai levé les yeux vers la façade du bâtiment. Pendant des années, il m'avait semblé imposant, écrasant. Ce soir-là, il n'était qu'un lieu parmi d'autres, incapable de définir qui j'étais. La chute de Philippe n'était pas encore officiellement annoncée, mais elle était déjà consommée dans les regards, dans les silences, dans les absences. Et moi, je sentais que quelque chose de bien plus important se jouait. La fin d'une vie passée à accepter l'inacceptable. Je savais que le dernier acte approchait. Non pas celui de la vengeance, mais celui de la reconstruction. Car après l'exposition vient toujours le moment où chacun doit faire face à ce qu'il devient. Et ce qui m'attendait après cette tempête allait sceller définitivement la restauration de ma dignité, bien au-delà de ce bureau et de ce nom imprimé dans les journaux. Les jours suivants ont confirmé ce que je pressentais déjà. La chute de Philippe était inévitable. Elle n'a pas été annoncée par un communiqué spectaculaire, ni par une scène publique humiliante. Elle s'est faite dans le silence, celui qui pèse lourd quand plus personne ne vous défend. Son nom a disparu des emails collectifs, puis des réunions. Un matin, j'ai appris qu'il avait été mis à pied, à titre conservatoire. Cette formule froide, presque neutre, m'a frappé par son ironie. L'homme qui m'avait humilié en public était désormais effacé par des mots administratifs, sans applaudissements ni témoins. La justice, parfois, choisit la discrétion. Quant à moi, ma place dans l'entreprise avait changé sans qu'on ait besoin de la redéfinir officiellement. On venait me consulter avant de prendre des décisions. On m'écoutait jusqu'au bout. On me demandait ce que je pensais, non par politesse, mais par nécessité. Cette reconnaissance tardive n'effaçait pas les blessures, mais elle les rendait enfin visibles. Et surtout, elle m'a permis de comprendre une chose essentielle. Je n'avais jamais été faible. J'avais simplement évolué dans un système qui avait besoin de mon silence pour fonctionner. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai relu les articles une dernière fois. Mon nom y apparaissait toujours, associé à la rigueur, à la persévérance, à une forme de courage tranquille. J'ai repensé à la femme que j'étais la veille de cette publication, assise dans le noir, doutant de sa valeur. Cette femme me semblait désormais lointaine, presque étrangère. Non pas parce qu'elle avait changé de personnalité, mais parce qu'elle avait cessé de croire aux mensonges qu'on lui avait imposés. Quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision que personne n'attendait. J'ai quitté l'entreprise. Non pas par amertume, ni par fuite, mais par choix. Je n'avais plus rien à prouver, ni à réparer. Rester aurait signifié continuer à me définir à travers un lieu qui m'avait trop longtemps réduite au silence. Partir, en revanche, était un acte de liberté. Le jour de mon départ, plusieurs collègues sont venus me saluer, maladroits mais sincères. J'ai accepté leurs mots sans rancune. Chacun porte ses propres lâchetés, et j'avais appris à ne plus les porter à leur place. Aujourd'hui, ma vie est plus simple. Je travaille autrement, à mon rythme, avec la certitude profonde de ma valeur. Je ne baisse plus les yeux quand quelqu'un élève la voix. Je ne confonds plus loyauté et effacement. Et surtout, je sais désormais que l'humiliation n'est jamais une vérité, seulement l'arme de ceux qui craignent d'être exposés. Philippe m'avait appelé « raté ». En réalité, il avait révélé ce jour-là sa propre fragilité.
Si je raconte cette histoire, ce n'est pas pour régler des comptes, mais pour laisser une trace, pour rappeler que le travail silencieux finit toujours par parler, même quand on tente de le dissimuler, que la dignité peut être piétinée un temps, mais qu'elle ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, elle observe. Et parfois, elle surgit là où personne ne l'attend, à la une d'un journal, sous un nom que l'on croyait sans importance. À celles et ceux qui ont été rabaissés, ignorés, humiliés dans leur travail ou dans leur vie, je veux dire ceci. Ne laissez jamais une seule voix définir votre valeur. Les mots peuvent blesser, oui, mais ils ne peuvent pas effacer la vérité de ce que vous êtes. La reconnaissance peut arriver tard, de manière brutale ou inattendue. Mais quand elle arrive, elle remet chaque chose à sa place. Moi, on m'a appelée ratée. Un jour plus tard, mon nom était dans le journal. Et ce jour-là, j'ai compris que je n'avais jamais échoué. J'avais simplement tenu assez longtemps pour que la vérité fasse son œuvre. Si cette histoire résonne en vous, écrivez Dignité retrouvée.